Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette table ronde organisée par Quaere Student Housing, l'expert immobilier étudiant. Et l'immobilier étudiant sera le thème central de ce débat. Et bien sûr, nous essaierons d'aller un petit peu plus loin. Alors, comment les villes vont-elles se développer? Comment les étudiants, les universités, les autorités, le secteur immobilier, quel est leur rôle? Quel rôle vont-ils jouer dans ce domaine? Et pour en parler, je suis un petit peu d'ailleurs perturbée, pour en parler, je devais être entourée de 4 invités. Malheureusement, en raison de la pandémie, de la crise sanitaire, mes invités sont à distance, je n'en ai qu'un avec moi. C'est Herman Dubois, vous êtes CEO de Quaere Student Housing, bonjour. Bonjour. Alors à distance, nous avons Philippe Ledan, vous êtes économiste chez ING, bonjour. Et nous avons Pierre Jadoul, vous êtes recteur de l'Université Saint-Louis Bruxelles, bonjour. Et nous avons un quatrième invité qui a un petit contretemps, bonjour, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. C'est Pascal Smet, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, chargé entre autres de l'urbanisme et du patrimoine. Il prendra le débat en cours de route et nous le saluerons quand il nous rejoindra. Alors, via ce live stream, vous êtes très nombreux à nous suivre de chez vous à la maison, du bureau et peut-être éventuellement aussi de votre rédaction si vous êtes journaliste. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Petite information avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous pouvez poser vos questions via l'application Zoom dans le chat et nous essaierons bien entendu dans la mesure du possible d'y répondre au fur et à mesure de ce débat. Alors nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que finalement nous n'avons que 45 minutes, ça va aller assez vite. Nous allons aborder le premier thème ensemble, c'est le marché immobilier étudiant et l'impact du coronavirus sur ce marché. Alors avant de vous donner la parole, Herman, j'avais envie de m'adresser à Monsieur Jadoul. Alors en plus d'être recteur, vous êtes aussi professeur de droit. Il y a quelques mois maintenant, je dirais même un ou 2 ans, le bail d'habitation a été revu, réformé et on a créé un bail étudiant. Alors sans rentrer dans le détail de la loi, parce que le but ici n'est pas de donner un cours de droit, mais est-ce qu'on peut dire que ce bail renforce la protection des étudiants et quelles conséquences voyez-vous aujourd'hui sur les cotes, sur l'immobilier étudiant? Mais d'abord, une observation préliminaire, si vous permettez, c'est-à-dire que la législation sur le bail étudiant n'est pas impérative, donc il n'est pas requis de recourir au modèle type de bail étudiant, en manière telle qu'un certain nombre de locations à destination d'étudiants ne sont pas soumises à cette législation sur le bail étudiant. Et donc, il est clair que cette législation sur le bail étudiant protège les étudiants. Parfois, peut-on considérer de manière un peu excessive, notamment l'élément le plus emblématique, me semble-t-il, est la possibilité pour un étudiant de mettre fin au bail à n'importe quel moment au cours d'une année académique, éventuellement, moyennant un préavis à respecter. Donc, c'est évidemment une source potentielle d'insécurité pour le bailleur, que le bailleur soit un bailleur privé ou que le bailleur soit un bailleur institutionnel, ça ne change absolument rien. Et alors donc, comme la loi est entrée en vigueur il y a maintenant un petit moment, donc est-ce que c'est un des effets pervers que vous observez, vous, en tant que recteur? Est-ce qu'il y a des étudiants qui disparaissent parce que on a pu mettre fin au bail, on ne se plaisait pas et on dit au revoir, on s'en va? Et nous, à ce stade-ci, nous avons fait le choix de ne pas appliquer cette législation compte tenu des aménagements que cela impliquait dans la gestion de nos logements étudiants. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'appliquera jamais, mais ça veut dire que nous avons besoin d'un temps d'adaptation pour amener nos étudiants dans un processus évolutif.
D'accord. Alors, je vais m'adresser à Herman. Donc, vous gérez un parc immobilier étudiant assez important. Je pense que c'est 1000 cotes pour l'instant dans Oui, tout à plusieurs fait. grandes villes belges. Est-ce que c'est un phénomène, vous? Est-ce que déjà cette législation, vous l'appliquez ou pour l'instant vous êtes, comme Monsieur Jadoul, vous attendez de vous adapter? Et est-ce que vous avez vu des effets, entre guillemets, pervers de cette protection accrue de l'étudiant? Euh, Déjà dans les trois régions, c'est différent. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, la flexibilité est très pertinente dans cette nouvelle législation. Et c'est vrai aussi que je, j'observe plutôt que les plus faibles en bénéficient, mais c'est dans leur défaveur qu'ils quittent les lieux de formation et ils sont de moins en moins intégrés dans cette formation. Je pense que cette législation n'a pas donné le bon effet au niveau de protection des jeunes qui ont difficile. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc, le législateur, en voulant les protéger, finalement, les pousse un petit peu à devenir un petit peu plus dilettantes par rapport à leurs études. Vous avez l'impression qu'il y a une déscolarisation. Oui, c'est un phénomène que vous observez. Oui, tout à fait. C'est limité, c'est vrai, parce que la majorité des jeunes ont les moyens de trouver des solutions, mais les plus faibles ne sont pas trop servis par cette législation, vu qu'ils peuvent en bénéficier et par conséquent, ils sont demandés même par le bailleur ou quitte la famille d'arrêter les études, quitte bien sûr le bail qu'ils ont signé. Okay. Est-ce que c'est une bonne solution? J'en doute. Je pense qu'il y a des solutions qui sont meilleures que ça. Mais c'est un débat qu'on peut avoir avec le législateur pour trouver des moyens de les soutenir, comme par exemple à l'Université Saint-Louis, avec qui nous avons une collaboration, le service de logement, et il y a un service d'aide, et je pense que je vois que Monsieur Jadoul a envie d'en dire un mot. Alors, quel est le modèle que vous avez choisi, vous, à Saint-Louis? Il y a une politique sociale d'accompagnement qui est menée. Donc, le fait de ne pas appliquer la législation ne veut pas dire qu'il n'y a pas une attention à l'égard des étudiants. Et évidemment que la crise du Covid nous a amenés à intervenir dans la prise en charge de loyer ou dans la prise en charge des charges liées à l'occupation d'un cote pour un plus grand nombre d'étudiants, vu la précarité dans laquelle ils se sont trouvés, par exemple en ayant perdu leur job étudiant et en ayant donc une diminution de leurs ressources financières qui, en soi, ne leur permettaient plus de faire face à leurs charges de loyer et charges d'occupation. Donc, la politique sociale, à mes yeux, elle est indépendante de l'application ou non d'une législation. L'application de la législation est une chose, mais elle me paraît insatisfaisante et donc il est évident que mon université, mais je crois que c'est le cas de toutes, ont par ailleurs des politiques sociales de soutien des étudiants dans leur situation de logement. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être aller plus loin? Parce que cette crise du coronavirus, finalement, Monsieur Herman vient de... Monsieur Herman, Monsieur Dubois vient de nous le dire. Donc il y a une paupérisation, il y a une précarité accrue. Donc en voulant protéger l'étudiant, finalement, on lui permet de partir à la cloche de bois. Et cette crise, finalement, vient nous montrer que les étudiants sont d'autant plus fragiles. Est-ce que vous pensez qu'il faille légiférer ou au contraire plutôt être flexible, trouver des solutions comme vous l'avez fait Pardon? Je pense honnêtement que la crise que nous traversons nous a amené, toutes universités confondues, à déployer des moyens auxquels on ne songeait même pas avant la survenance de la crise. Donc je crois vraiment qu'il y a eu une adaptation des universités pour répondre aux besoins des étudiants et ces besoins sont multiples. Nous parlons aujourd'hui du logement. C'est évidemment un des besoins, particulièrement à Bruxelles, qui est quand même la plus grande ville étudiante du pays, chose qu'on oublie parfois un peu. Donc c'est quand même plus de 100 000 étudiants à Bruxelles. Donc je veux dire, dans l'enseignement supérieur, ça entend. Donc je veux dire, je pense qu'il y a une
l'adaptation des universités qui a été extraordinaire. Je ne dis pas ça pour jeter des fleurs aux universités, mais je pense vraiment que les services sociaux ont rendu des services exceptionnels à leurs étudiants. Alors, moi, j'ai beaucoup d'échos parce que j'ai voulu être très en phase avec ce qui se passait au niveau particulièrement de nos logements. Et donc, beaucoup d'efforts ont été faits sur les budgets sociaux pour subvenir aux besoins des étudiants, en ce compris dans une période de lockdown en mars-avril, qui était un lockdown pur et dur, si j'ose dire, qui n'a rien à voir avec un lockdown, enfin, en tout cas qui n'est pas comparable à une situation que nous connaissons actuellement. Oui. Et donc, il y avait une vraie difficulté pour les étudiants confinés, avec là-dedans une composante, ce sont les étudiants Erasmus, ce qu'on appelle les Erasmus In, donc ce sont les étudiants qui viennent en Belgique pour suivre et qui n'ont pas d'autres lieux de repli en termes d'hébergement et qui sont, j'allais dire, condamnés à rester dans leur logement étudiant toute la durée du quadrimestre. Mmh. Et donc, ça, c'était la situation pendant le lockdown dur, je vais dire. Et aujourd'hui, on est en période de confinement, mais un confinement, je vais appeler un petit peu plus light que ce qu'on a connu en mars-avril. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les étudiants sont rentrés chez eux pour la plupart ou est-ce qu'ils restent aux côtes? J'imagine que la norme, c'est les cours à distance ou est-ce qu'il y a encore pas mal de présentiel? D'accord. Non, aujourd'hui, il n'y a plus que des cours à distance, sauf pour dans les disciplines où il y a des passages obligés par des laboratoires avec manipulation particulière. Alors, on peut viser les kinés, la chimie, enfin, d'autres secteurs éventuellement. Ne concerne pas mon université directement. Et donc, aujourd'hui, les étudiants Erasmus In sont restés évidemment dans les logements étudiants. Et dans les étudiants qui ne sont des étudiants habitants sous le territoire belge, une partie importante est restée dans son logement étudiant parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin de convivialité. Alors, on a évidemment mis en place toute une série de mesures que cette convivialité se passe dans le respect de normes sanitaires minimales ou même maximales. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Le constat qu'il faut dresser, en tout cas le constat que je dresse, c'est que majoritairement les choses se passent extraordinairement bien au niveau du comportement des étudiants dans les logements étudiants, me semble-t-il. Donc il n'y a pas eu de problème de contamination majeure, de cluster, ce genre de choses? Il n'y a pas aucun. Chez nous, en tout cas, aucun. Ok. J'avais envie de poser une question, un sujet à Pascal Smet. Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait votre domaine de compétence, mais est-ce qu'au niveau de la région, est-ce que vous avez mis en place des process, des procédures au cas où, dans le milieu étudiant, il y aurait eu quelques petits problèmes? Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait votre domaine de compétence, mais est-ce qu'il y a eu des choses où on a laissé vraiment gérer les directeurs d'école, les recteurs d'université, gérer les campus? Mais je crois qu'il y a des règles fédéraux, oui, des règles qui s'appliquent. Et ensuite, la région, à un certain moment, durcit les choses. Et c'est surtout, puisque l'enseignement est une matière communautaire, c'est-à-dire que leur protocole, la manière s'organise à partir des communautés. Évidemment, comme une ville à Bruxelles, où tu as les deux communautés qui sont présentes, parfois ça donnait quelques incohérences. Mais en général, pour l'enseignement, je pense que ça suit son cours. Mais ce que le Covid-crise a bien montré, c'est que c'est très important quand il y a des codes à Bruxelles qui sont de bonne qualité et en même temps que les espaces communs sont de bonne qualité et assez grands et surtout, là, qu'on peut créer des espaces communs en espace libre. Ça, c'est aussi très important. Et à l'avenir, par exemple, qu'on veut construire des nouveaux côtes à Bruxelles, il y a beaucoup de constructions qui vont arriver, plus de 2000 projets concrets, même 2000 places concrètes dans les différents projets. Je pense que c'est très important, chaque fois on peut, que par exemple sur les toits des bâtiments, qu'on fait des jardins communs pour le bâtiment, qu'il y a des balcons, tout ça. Je crois que ça, c'est clairement montré la nécessité d'avoir des espaces aérés, des espaces assez grands et surtout avec des espaces collectifs. Donc vous avez l'impression que d'investir... suivre les règles. Donc, vous avez l'impression que d'investir dans des côtes de bonne qualité, ça permettrait peut-être de mieux traverser cette période de coronavirus, puisqu'on aurait des espaces plus aérés?
Oui, évidemment. Et aussi, je crois que c'est très important qu'un étudiant, parce que c'est une des particularités en Belgique, on est un petit pays évidemment, mais les étudiants, au moment qu'il y avait encore des cours à l'université, aux universités et aux écoles, ils retournaient chez eux le week-end. Évidemment, dans une crise Covid, ce n'est pas le but. Ils doivent rester à Bruxelles, dans leur bulle, dans leur milieu de vivre. Et là, c'est important d'avoir une cote et des espaces collectifs de qualité. Comme ça, c'est plus facile de rester le week-end à Bruxelles ou à Liège ou à Gand ou n'importe quelle autre ville en Belgique où ils sont en cote. Et le retour vers la maison, ça, c'est quelque chose de très belge le week-end. Et ça, je pense, en crise Covid, n'est pas souhaité. D'accord. Avant de poursuivre dans cette idée qu'est la qualité de l'habitat étudiant, j'avais quand même envie de vous poser une question, Monsieur Dubois. Donc, on a vu avec cette crise du corona, certains étudiants ont, comme on dit vulgairement, lâché leur cote. Est-ce que dans le secteur, il y a eu un manque à gagner, donc des bailleurs finalement? Est-ce que ça s'est ressenti ou finalement, l'un dans l'autre, ça s'est équilibré? C'est assez équilibré, mais ce que nous avons appris, comme Pascal l'a déjà dit, c'est les nécessités des espaces communs. Ça, c'est un besoin vraiment nécessaire pour vivre confortable dans les lieux au niveau du quartier, au niveau de l'immeuble. Et ça, je pense que c'est un élément qu'il faut prendre avec dans la conception de répondre aux besoins qualitatifs et abordables dans des futurs projets. Et nos études, en tout cas, nous avons appris que sur les 120 000 étudiants à Bruxelles, dont la moitié vit dans la ville, c'est-à-dire 60 000 étudiants qui ne rentrent pas chez eux, en tout cas pas en semaine, il n'y a que 20 000 d'habitations qualitatives avec un label connu que là, il faut trouver une amélioration dans le futur, d'accueillir des jeunes dans des circonstances correctes au niveau qualité et en plus que ce soit abordable. Oui, alors la qualité, vous parliez, Pascal Smet, de créer de l'habitat de qualité. Alors on sait tous que les cotes, de manière générale en Belgique, sont plutôt vétustes. Est-ce qu'il y a une politique actuellement est-ce que vous avez une politique pour améliorer cette situation, notamment à Bruxelles, puisque vous êtes compétent sur Bruxelles, parce que, appelons un chat, les cotes à Bruxelles en particulier, ce sont des maisons unifamiliales qu'on saucissonne et qu'on met à la location parce que c'est plus rentable que de louer toute la maison. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce que c'est en train de changer ou est-ce que c'est encore ce schéma-là aujourd'hui? Évidemment, le logement, c'est aussi une compétence de ma collègue Nawal. Et dans le gouvernement précédent, dans lequel j'ai participé aussi, on a mis des conditions de qualité et on a défini ce qui est un code logement étudiant dans le logement bruxellois. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, il y a une définition qui existe. Moi, je suis compétent pour délivrer les permis d'urbanisme, pour la construction, la rénovation, les communes aussi, évidemment, mais il y a ma vie de fonctionnaire délégué qui dépend de moi, qui intervient. Et là, il y a des normes aussi, des normes d'espace. Aussi quand il y a plusieurs de normes de salles en commun qui doivent être assez grands, les réactions, tout ça. Et ça, à mon avis, c'est l'essentiel. Il faut faire une distinction, là, malheureusement, un peu aussi entre communautés néerlandophones et francophones à Bruxelles. Depuis plus longtemps, côté néerlandophone, maintenant le côté francophone essaye de rattraper un peu. Il y a la ASBL BRIC à Bruxelles qui a regroupé un peu l'offre des cotes à Bruxelles pour les néerlandophones. Et mis des standards de qualité. Quand ils sont sur leur liste, il y a quand même de normes minimales de qualité qui sont respectées. Maintenant, le défi à Bruxelles est de construire de nouveau et rénover. On voit qu'il y a des projets, je viens de le dire, quand je regarde rapidement les projets qui sont en cours actuellement, c'est quand même la construction un peu moins de 2000 nouveaux places, de nouveaux codes, 2000 codes, c'est pas assez peut-être encore, mais il y a un souci chez certaines communes à Bruxelles, et le souci est le suivant, qu'on construit les codes,
Mais après quelques temps, ça ne devient plus des cotes, mais ça devient des logements pour les gens ordinaires et faire un peu logement moins qualité pour les gens ordinaires. Et ça, le défi est pour faire en sorte qu'on construit des cotes étudiants, que ça reste vraiment pour des étudiants à plus long terme. Et voilà, je pense la politique est de bien faire un inventaire maintenant, ces perspectives qui doivent le faire, et ensuite voir, surtout avec les universités et autres écoles et le secteur privé, comment on peut améliorer l'offre. Il n'y a pas une politique à Bruxelles que le pouvoir public va offrir des cotes. Ça, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité est le logement social, où on a un grand retard aussi à Bruxelles. Là, l'autorité publique va construire, mais par contre, quand il y a des projets, on va évidemment faciliter la délivrance du permis d'urbanisme à condition qu'on est sûr que ça reste des cotes à plus long terme. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas votre compétence, mais je pensais que vous pourriez vous exprimer au nom de votre collègue. Il y a quand même une problématique de la qualité des logements. Vous venez de nous le dire, Monsieur Dubois. Monsieur Jadoul, j'imagine que vous avez, en tout cas les services de l'université, ont des contacts parfois avec des étudiants qui sont dans le parc privé des cotes. Et parfois, c'est plus que vétuste. C'est une réalité. Oui, c'est clair qu'il y a un certain nombre de cotes étudiants qui ne répondent pas à des standards minima de qualité. Donc ça, dans le parc privé, ça me paraît relever de l'évidence. La difficulté pour les universités, c'est que la gestion des logements étudiants ne fait pas partie de c'est pas leur core business, c'est pas leur métier premier. Donc je pense qu'il faut des opérateurs qui sont en lien avec ce genre d'activité. Alors, il y a aussi toute une série de contraintes qui pèsent sur les universités, qui sont les contraintes liées au marché public et à tout ce qui découle des marchés publics en termes de délais, en termes de contraintes, etc., que je ne critique pas en soi, mais donc il faut être conscient que pour les universités, c'est une charge qui est effectivement très importante au niveau de la gestion de logement, raison pour laquelle, en tout cas en ce qui concerne mon université, le choix est plutôt fait de travailler avec des partenaires, et M. Dubois est bien placé pour la situation qui nous concerne au niveau de Saint-Louis, puisque effectivement, nous avons effectivement 140 logements qui ont été aménagés dans une partie d'un bâtiment de l'université, de manière à répondre à des standards rénovés, vais-je dire, au bénéfice de nos étudiants. Et il faut être conscient qu'aujourd'hui, les étudiants ont des attentes qui sont très claires en termes de Wi-Fi, etc. Donc, un étudiant, il est à la recherche d'un code. Il cherche un code avec du Wi-Fi de qualité. Il ne cherche pas un code dans lequel il doit bricoler. Donc, il y a là de vraies attentes. Au-delà des aspects extérieurs, lieux de vie communs, etc., il y a des attentes en termes d'équipement qui sont des vraies attentes de nos étudiants aujourd'hui. Mmh. J'avais envie de poser une question à monsieur Ledan. Alors, on parle des cotes étudiants, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, les jeunes vont se retrouver probablement sur le marché du travail. Alors, on est en pleine période Covid. Comment est-ce que vous voyez la situation pour ces jeunes en cette période-ci, qui est un petit peu critique ? Oui, mais je pense qu'il faut clairement distinguer, malheureusement, la période actuelle qui est extrêmement difficile. Elle est extrêmement difficile pour tous les secteurs, pour tout le monde. Et évidemment pour le marché du travail, puisque les entreprises étant très clairement en situation d'incertitude, on n'est pas dans une période d'engagement énorme, mais d'un autre côté, voilà, on a eu toute une cohorte d'étudiants qui est sortie en juin, qui est sortie en septembre, et qui vient s'ajouter à toute la réserve de main-d'œuvre existante dans des circonstances qui sont difficiles. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut aussi considérer que, comme pour tout le monde, comme pour l'ensemble des secteurs, il faut quand même considérer que cette période est une période temporaire, très difficile, mais temporaire. Et je pense qu'il faut le voir avec un peu plus de perspective. Et bien entendu, l'économie va reprendre. Regardez, aujourd'hui est une
c'est peut-être la première journée où on a eu vraiment des nouvelles positives parce qu'il y a cette fameuse étude d'un des vaccins, celui de Pfizer, qui montre une efficacité à 90%. Ça fait beaucoup de bruit dans les marchés financiers, mais ça fait beaucoup de bruit de manière générale parce que pour la première fois, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et finalement, si on le regarde à moyen, à plus long terme, même pour les étudiants qui sont sortis récemment ou qui vont sortir cette année et qui se disent « Oh là là, on est dans une situation, le marché du travail est vraiment bouché », je pense qu'il faut voir cette lumière au bout du tunnel et se dire que d'un autre côté, ben voilà, l'économie va reprendre, l'économie est en train de se transformer. Les crises telles que nous la vivons pour le moment, c'est aussi des formidables accélérateurs de transformation des économies. Et donc, ça veut dire qu'à terme, il y aura des opportunités et davantage d'opportunités. Donc voilà, n'attendez pas de moi des bonnes nouvelles sur le plan du court terme, parce que c'est vrai, la situation est très difficile et je me mets à la place d'un étudiant qui est sorti ou qui est sur le point de sortir de ses études. Oui, c'est vrai, on vit une période difficile. Maintenant, à l'échelle d'une carrière, je pense que voilà, les choses ne sont pas remises en cause par la crise que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le message le plus important, comme pour l'ensemble des secteurs de l'économie, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur, qu'on soit développeur, qu'on soit entreprise, qu'on soit institution, autorité publique. La situation est dure, elle va rester difficile, mais il faut vraiment voir cette lumière au bout du tunnel et cette capacité de nos économies à sortir de ce genre de situation. Alors, pour faire le lien avec le débat qui nous occupe, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir dans l'immobilier et en particulier dans l'immobilier étudiant? Parce qu'on est dans une période très tendue, vous venez de l'expliquer, c'est dur. Est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Alors, c'est évidemment une question, je vais dire, multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui jouent. Le premier élément, on pourrait effectivement, je vais d'abord faire un peu les contre-arguments, hein, ceux qui plaideraient pour dire « Oh là là, ce n'est pas du tout le moment ». Je dirais que, et ce sont des arguments un peu intuitifs. Voilà, situation économique difficile, vous avez beaucoup parlé de paupérisation du public visé, hein, et qu'on pourrait même étendre à l'ensemble du marché immobilier en disant oui, paupérisation du locataire, donc difficulté potentielle. Et à côté de ça, on pourrait se dire, avec les nouvelles habitudes que nous avons malgré tout acquis par cette crise, notamment la distance, voilà, parfois il y a des incidents, on l'a vécu aujourd'hui, mais enfin, d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'avantages. Beaucoup de personnes auront la possibilité de revoir ces vidéos, etc. Donc, je veux dire, les choses évoluent, mais on pourrait se dire aussi, et on l'a dit, les cours à distance, moi-même, je donne des cours à l'Université catholique de Louvain, tous ces cours sont à distance, et on pourrait se dire, bien, peut-être que ça va rester, et peut-être qu'on n'aura plus besoin de quote étudiant. Hein. Donc, c'est vraiment paupérisation et enseignement à distance, ce sera vraiment les deux arguments qui plaident pour dire, oulala, c'est pas du tout le moment. Et pourtant, je pense que c'est tout à fait l'inverse. Premier élément, par rapport à l'investissement, comme par rapport à l'investissement dans d'autres domaines, il y a un élément très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est un autre débat, mais ce qu'on voit, c'est que le marché immobilier en général, et évidemment le marché du logement étudiant en particulier, est un marché qui devient de plus en plus un marché d'investisseurs. D'accord ? Donc, un marché d'investisseurs. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui agit selon d'autres logiques que la simple logique du candidat propriétaire et du marché immobilier où l'acheteur potentiel est un ménage qui veut devenir propriétaire de son bien pour y habiter et dont on sait que là, la composante revenu de ce ménage est très importante. Aujourd'hui, le marché immobilier dans les villes et le marché immobilier étudiant en particulier est de plus en plus un marché d'investisseurs qui répond à d'autres logiques. Et donc, cet effet de paupérisation lié à la crise n'a pas nécessairement directement
un impact, hein, comme ça pourrait l'avoir sur les ménages qui veulent devenir propriétaires de leur logement et qui, eux, ont des difficultés. Premier élément. Deuxième élément, par rapport à l'université, bien entendu, il y aura probablement des évolutions, notamment dans la manière d'enseigner une partie des cours, mais on sait très bien, et tous les commentaires vont dans ce sens, que l'enseignement ne peut pas se limiter à ça. Parce que s'il pouvait se limiter à ça, finalement, tous les étudiants, il n'y aurait plus d'Erasmus, tous les étudiants pourraient s'inscrire dans les cours des universités américaines et on n'aurait plus besoin, à la limite, d'universités chez nous. Or, on sait très bien qu'une université, un enseignement supérieur, c'est bien plus que simplement des cours magistraux qui peuvent éventuellement être donnés à distance. Il y a des laboratoires, il y a des séances de questions-réponses, il y a la nécessité d'un contact, il y a des travaux de groupe, il y a la nécessité d'une interaction entre les étudiants. Et ça veut dire que peu importe quelle que soit l'évolution digitale de l'enseignement supérieur, on aura toujours besoin d'étudiants qui vont se rassembler sur un site universitaire quand c'est possible. Encore une fois, ça c'est la lumière au bout du tunnel, et qui doivent interagir entre eux. Ça veut dire que l'argument de dire finalement, est-ce qu'on aura encore besoin de quotes étudiants dans un environnement d'enseignement digitalisé, oui, on en aura toujours besoin. Et je pense que ça, donc, le fait que c'est un marché de plus en plus d'investisseurs et qu'on aura toujours besoin de voir les étudiants se rassembler sur des lieux et d'interagir physiquement, je pense que ce sont deux arguments qui plaident très clairement pour dire oui, aujourd'hui, il y a une situation tout à fait particulière, mais sur le long terme, ça ne remet certainement pas en cause la question du logement étudiant. Merci Philippe Ledan. J'imagine que vous êtes d'accord, puisque vous êtes du secteur, et je présume que pour vous, investir dans l'immobilier est une bonne idée. Mais, mais j'avais une question pour vous de nos auditeurs. On vous demande, est-ce que les studios, les côtes étudiants, doivent-ils toujours être situés à côté des écoles ou des universités? Et ça me paraît une question intéressante, même si elle a l'air un petit peu naïve. Pas forcément, non, ce n'est pas nécessaire. Tant qu'il y a des solutions de mobilité qui sont disponibles à Bruxelles, voilà, qui peuvent bien sûr encore s'améliorer, mais les campus et les logements ne doivent pas forcément être tout à fait l'un à côté de l'autre, vu le manque d'offres, vu que c'est de l'immobilier. Il y a des solutions alternatives, et d'autant plus qu'on peut trouver des solutions abordables si on peut être un peu dans la périphérie, sous condition qu'il y a cette solution de mobilité. D'accord, donc éloigner les côtes des centres-villes qui sont souvent un petit peu plus chères pour permettre justement aux étudiants les moins riches de pouvoir quand même s'offrir un côte. Exactement. Oui. D'accord. Mobility as a service, c'est un phénomène qui de plus en plus dans les villes se met en place tout doucement, et les gens sont flexibles. Alors, vous faites beaucoup d'études, d'enquêtes, et vous avez une approche qui est intéressante, et qui est celle de dire que les logements de qualité ont une importance vitale dans les villes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce point de vue? Au niveau qualitatif, c'est bien sûr le confort privé, mais également le confort de cohabitation, vivre ensemble, hein, surtout aussi pour la santé morale, bien évidemment la santé financière. Ça, c'est la qualité qui se transforme dans différentes solutions qu'il faut intégrer dans un projet, dans un quartier, avec la combinaison de la solution de mobilité. D'accord. Et donc on en vient à la discussion que nous avions tout à l'heure avec Monsieur Pascal Smet, qui disait qu'il y a... on projette de créer, je ne sais plus le chiffre que vous aviez donné, c'était 20 000 cotes, nouveaux cotes étudiants. Non, 2000. 2000, pardon, je suis ambitieuse. Bon, il y a 2000... Oui, il y a des projets maintenant à Bruxelles, et c'est un peu, qu'on connaît, puisqu'il y a sans doute des projets qu'on ne connaît pas, mais on peut dire qu'il y a des projets maintenant concrètement pour 2000 cotes. Est-ce qu'il existe des projets qui mettent en prise le secteur privé, les autorités et les universités? Est-ce que ça existe, et est-ce que c'est en développement?
mais l'initiative est soit toujours d'une université, soit le privé, le secteur public en tant que tel ne prend pas l'initiative. Le gouvernement bruxellois ne fait pas ça puisque ce n'est pas pour nous une core mission. Mais oui, bien sûr, dans le privé ou des universités ou des ASBL, le BRIC de nouveau, côté anglophone, est une ASBL, des institutions anciennement, et parfois ils lancent des projets en commun. Et ça a du sens. Je suis d'accord, ça ne doit être pas nécessairement immédiatement dans le quartier des universités, hautes écoles ou dans les hypercentres. Ça peut être ailleurs aussi. Maintenant, de plus en plus à Bruxelles, l'infrastructure cycliste devient se développer. Bruxelles est une ville finalement petite, on est medium-sized city. Les rapports du centre du Grand Place, il y a 10 km. Comme ça, c'est pas si loin, tu peux te déplacer à vélo assez facilement quand tu as des jeunes jambes. Et voilà, c'est encore en sécurité, il y a le transport commun aussi qui est là. Et je pense une des choses importantes dans une expérience étudiante, et justement, un avantage d'être à Bruxelles, c'est tout l'aspect international de Bruxelles, la rencontre des autres communautés. Et là, c'est plus intéressant de s'implanter dans un milieu urbain au lieu de se concentrer dans un ghetto étudiant. Puisque si tu veux un ghetto étudiant, tu vas à Louvain, tu vas à Louvain-la-Neuve. Là, tu as des ghettos étudiants. Mais c'est mieux de s'intégrer dans un milieu urbain. Et là, bon, à mon avis, il ne faut pas concentrer tous ensemble. Alors, je reviens à vous, Monsieur Jadoul. Si je peux encore, oui. De préférence, des projets mixtes aussi. Oui. On a aussi des projets monofonctionnels, ça c'est le passé aussi. Ça, le Covid a clairement vu aussi. Et je donne un exemple. On va développer le quartier du Nord, par exemple. Jusqu'à présent, c'était presque que de bureaux, encore mal conçus. Maintenant, de plus en plus, ça devient des projets mixtes, c'est-à-dire bureaux encore, mais aussi hôtels. Ça va devenir aussi logement. Ça peut être aussi des cotes étudiants, pourquoi pas, avec des services, d'autres services aussi. Comme ça, on recrée un grand nouveau quartier avec plein de verdure. Et ça, c'est l'avenir de Bruxelles dans l'urbanisme. Pas des projets monofonctionnels, mais des projets mixtes aussi pour les côtes. Monsieur Jadoul, une réaction par rapport à ce que vient de dire Pascal Smet? Est-ce que ça vous paraît une solution? Oui, tout à fait en phase avec ça. Donc, une précision, c'est qu'aujourd'hui, sauf erreur, mais donc Herman Dubois pourra me compléter là-dessus, lorsqu'un opérateur veut lancer un projet et demander un permis, il doit assurer l'autorité publique de ce qu'il y a un intérêt derrière son projet, et l'intérêt, il vient d'une université, il vient d'une haute école, d'une communauté ou d'une autre, peu importe. Donc, il y a là un souci des autorités publiques à ce que le marché ne soit pas inondé, j'allais dire, en pure perte pour tout le monde, tant pour la ville que pour l'opérateur de cote qui serait inoccupé. Donc, il y a une vraie relation qui doit exister entre un opérateur qui a un projet et des établissements d'enseignement supérieur qui manifestent un intérêt. Et est-ce que vous voyez... Allez-y. Allez-y. Un peu plus nuancé. C'est sur le respect des normes, sur des dérogations qu'on doit obtenir. Et c'est vrai que quand le public le fait ou que c'est d'intérêt public, c'est plus facile qu'un privé proprement dit, puisqu'il a besoin de plus de dérogations. Ça, c'est vrai. Mais de nouveau, c'est pour protéger, que je viens de le dire, pour éviter que le marché n'est pas en tant que tel érodé avec des cotes étudiants, mais qui sont transférés vers des logements bas qualité pour des Bruxellois ordinaires. C'est ça. D'accord, donc il faut absolument veiller à cette mixité au sein de l'immobilier, notamment l'immobilier étudiant. J'avais envie de vous poser une question concernant l'investissement. C'est quoi pour vous un bon investissement immobilier dans le cadre des cotes étudiants? Ben, surtout que ça répond à une demande, que la demande est bien étudiée, qu'on sait quelles sont les projections, mais en tout cas, la demande est liée aux formations, qu'il y a la formation qui est l'élément clé. De là, en soutien de cette formation, qui a une habitation qualitative dans les centres-villes pour justement promouvoir cette vie dans la ville, comme M. Smet l'a déjà indiqué. Il faut que ça soit une copie de la vie générale de l'un et de l'autre,
qui vit de lundi à dimanche soir dans cet ensemble, et que ce soit dans des circonstances qualitatives, qu'on soit bien dans son pot, et qu'il y a du verdure, qu'il y a du privé qualitatif, des communs, et que ce soit dans la mixité, que ça c'est la vie. Alors, on a bien compris que voilà, c'était important. On va créer des nouveaux quotes étudiants. Mais comment faire sans s'appuyer sur les services des universités pour avoir quand même un loyer abordable pour les étudiants? Parce qu'on en parlait en début de débat. Souvent, c'est une population qui n'a pas beaucoup d'argent. Investir dans de l'immobilier, ça coûte des fortunes, c'est des montants très importants. Et de là aussi, il faut aussi interagir avec le monde financier, où il y a des capitaux disponibles qui veulent s'investir dans un tas de choses, et que ce soit un équilibre entre les avantages de l'occupant et de l'investisseur. Et un élément qui peut aider, c'est que, parce que le terrain fait quand même la moitié de la valeur d'un investissement immobilier, s'il y a des terrains qui sont disponibles de la ville, du pays, des universités qui sont mis à disposition via des amphithéoses sur du long terme, et que l'investissement se limite à la construction. Un exemple qui se réalise, qui est lancé à Liège par exemple. Ça, c'est des solutions qu'on peut trouver en collaboration avec le public. D'accord. Est-ce que ça, Monsieur Jadoul, Monsieur Smet, est-ce que c'est des solutions qui seraient envisageables à Bruxelles? Alors, je sais qu'il y a beaucoup moins de terrain qu'en Wallonie, mais est-ce qu'on pourrait mettre ça en place à Bruxelles? Est-ce que ça vous paraît une solution intéressante? Je vais laisser M. Smet d'abord s'exprimer, s'il le souhaite. Monsieur Jadot, je vous écoute. Effectivement, moi je pense qu'il faut faire preuve de créativité dans ce secteur-là. Ça me paraît évident. Dans mon université, on a construit, ou on a aménagé, et M. Dubois est bien placé pour le savoir, 141 cotes dans un bâtiment d'université. Donc l'université a acheté un bâtiment qui était au départ surdimensionné par rapport à ses besoins. Et donc, l'idée a germé de transformer 4 étages en cotes étudiants dans ce bâtiment. Donc, dans un même bâtiment, on a à la fois des fonctions universitaires d'enseignement, de service aux étudiants, et une partie logement avec des entrées distinctes. Et donc, je pense qu'il y a très clairement moyen de mettre en œuvre des solutions originales pour faire face à une demande qui est réelle. Très bien. J'ai une question pour Monsieur Ledan. Considérez-vous que, compte tenu des projets futurs identifiés, l'offre et la demande sont désormais équilibrées, ou se dirige-t-on vers une suroffre? Vous pourrez réagir après. Une suroffre, ça c'est pas vraiment d'actualité, sachant qu'il y a quand même un passif important, et sachant que, et ça a été dit à plusieurs reprises ici dans le débat, que les attentes du locataire ou de celui qui occupe le bien, les attentes en matière technique, on parlait du Wi-Fi, en matière de cadre de vie sont quand même en train d'évoluer, et qu'on a quand même une grosse partie du parc immobilier qui est d'une manière ou d'une autre obsolète, ou vieillissant. Et donc fondamentalement, si vous ajoutez les nouvelles contraintes, et évidemment derrière ça il y a aussi des contraintes environnementales de rendement des bâtiments et autres, de la nécessité quand même que techniquement les choses ont évolué, d'avoir en plus, comme l'a montré la crise actuelle, on ne peut pas se permettre de rogner sur certaines choses, comme par exemple la capacité d'avoir un espace ouvert, d'un jardin commun et autres. On ne peut pas. Ce sont des choses qu'on a peut-être eu tendance à oublier, mais on ne peut pas. Et donc, compte tenu de tous ces éléments et compte tenu de la vétusté du parc actuel, ça paraît quand même assez difficile d'imaginer qu'à un moment, on ait une suroffre. Donc, il y a un passif, il y a une demande.
mais cette demande, elle vient vraiment aussi de cette évolution du marché lui-même et de la nécessité de moderniser le parc immobilier. Et donc, fondamentalement, pour des nouveaux logements, et on pourrait exactement avoir la même discussion sur le bureau, la surface de bureau à Bruxelles, on pourrait dire, oui, mais avec le télétravail, est-ce qu'à un moment, on ne va pas avoir une suroffre? Ben non, parce qu'on voit que tout ce qui est bureau qui a 15 ans, 20 ans n'est plus du tout recherché parce que c'est plus aux normes, c'est plus à la hauteur. Et donc, dès qu'on a un nouveau projet avec des surfaces modernes, il y a une demande qui est forte. Donc, je ne pense vraiment pas qu'on puisse envisager pour le moment une suroffre importante compte tenu de 2000 places ou autres. Et par ailleurs, gardons aussi à l'esprit que c'est extrêmement important qu'on ait une population jeune qui continue à s'instruire. Donc la proportion de jeunes qui font des études supérieures continue d'augmenter et c'est très important pour notre futur économique. Et donc ça vous draine, ça vous assure quelque part un flux de demande qui est important. Donc n'oublions jamais non plus que la demande elle-même est toujours en train d'augmenter par l'augmentation de la population et par l'augmentation de l'éducation de cette population. Mais par contre, les revenus de cette population, eux, ne sont pas nécessairement dans la même dynamique d'augmentation, d'où toute l'importance de venir avec des solutions créatives pour arriver à limiter le loyer en question, tout en ayant un retour sur investissement qui est correct, quoi. Donc là est l'équation, je pense. Oui. L'équation n'est pas vraiment dans est-ce qu'on ne risque pas à un moment d'avoir une suroffre. En tout cas, pas sur Bruxelles et le secteur du logement étudiant. Alors vous parliez tout à l'heure de la qualité des logements. J'ai une question pour vous ici. Qu'est-ce que vous faites, vous, pratiquement, pour améliorer la qualité de ces logements, justement, puisqu'on disait que dans les grandes villes, et en particulier à Bruxelles, ce logement est vétuste? En tout cas, il y a la partie privée où de plus en plus les gens demandent quand même une sanitaire privée vu la situation actuelle. Mais surtout, la vie communautaire, là, il faut la faciliter. Tout d'abord au niveau d'hygiène et d'espace disponible en volume, mais ensuite aussi la vie communautaire aussi peut s'améliorer pour justement donner une réponse à la solitude qui malheureusement existe vu que les gens sont chez eux, même dans un environnement d'un immeuble d'habitation étudiant, ils vivent ensemble dans des bulles privées, communs par étage et que ça soit facilité sans que ça soit plus cher. Au contraire, qu'on peut créer des nouveaux projets qui donnent un prix encore moins cher qu'on connaît aujourd'hui. Merci Herman Dubois. Il est 19h31. Ce débat arrive à sa fin. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à ce débat et à sa qualité. Je m'adresse aussi aux spectateurs derrière leur écran. Si vous avez posé une question et qu'on n'y a pas répondu durant ce débat, ne vous inquiétez pas. L'équipe de Quares Student Housing prend le relais. Vous recevrez une réponse personnalisée par email. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.